Aujourd'hui, à la version express de La vie est belle de Jean-Philippe Dion, les 30 meilleures minutes de ma rencontre avec cet animateur, producteur, Henri. Puis vous allez voir qu'il n'y a pas la langue de bois, on a vraiment du plaisir. Peu importe la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, vous nous regardez, prenez 2 secondes, inscrivez-vous, abonnez-vous. Vous allez recevoir les alertes des nouveaux épisodes du balado La vie est belle. Également, s'il vous plaît, une petite demande. Hein? Faites des étoiles, des petits commentaires. Ça aide notre balado à ressortir à travers tous les autres balados qui ont été lancés dans les derniers mois. Bonne rencontre. Balado, épisode 14. Jean-Philippe Dion. 3, 2, 1... J'étais le chef contenu des variétés de Star Academy, mais pendant les pauses publicitaires, je courais sur le plateau avec Julie avec ses souliers à talons hauts des mains. Mais moi, pendant plein de temps, il y a des gens qui pensaient que moi, ma job dans la vie, c'était de tenir les souliers de Julie Snyder. Il y a des grands boss à TVA qui me disaient « Ah oui, toi, t'es le gars qui tient les souliers de Julie. » Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Jean-Philippe Dion, salut! Bonsoir! Hey, ben oui, c'est vrai, parce que selon les heures d'enregistrement, il y a des gens qui ont réussi à avoir, genre à 10 heures le matin, s'ils ont une vie de fou après. Là, toi... Mais moi, je me lève le matin puis je dis bonsoir à mon chum. Là. Oui, puis moi, je dis joyeux Noël à l'année longue. Tu vois, c'est parfait. Hey, t'as un horaire de ce temps-là, toi? Aïe. Comment va la vie? Mais en plus, pour moi, c'était une petite année cette année parce que c'était une année où je n'anime pas. Donc pour moi, puis honnêtement, je me sens beaucoup plus libre, mais c'est juste que quand on fait de la production télé, là, on ne s'appartient pas. Puis ça, on dirait que ça fait 15 ans que je fais ça, puis je m'en rends pas encore compte, là. C'est qu'il y a toujours un enjeu, il y a toujours un problème, puis plus que tu produis des gros shows, plus qu'il y a des problèmes, plus qu'il y a des enjeux, puis plus que ta vie t'appartient plus. Parce que pour les gens qui disent « on le voit plus à Salut Bonjour, on le voit plus là, dans son chalet », c'est parce que monsieur est vice-président exécutif, exact, contenu. De Production Déferlante qui produit entre autres Star Academy cette année. Déferlante, on voit pas votre logo pantoute partout de ce temps-là. Non, c'est ça. Ça va vraiment mal, vos affaires. Ça va vraiment mal, puis la prochaine année, ça va être quelque chose parce qu'on n'a jamais eu autant de production que ce qui s'en vient dans la prochaine année. Fait que, les bulles! Je viens d'ouvrir les bulles. On célèbre. Ah, c'est parfait. Content de te rencontrer. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Ça fait très longtemps. Il y a plusieurs années, Nadis Jaguer, je le dis toujours à l'envers, ça là, c'est une blague. J'étais comme un vieux de la vieille à Salut Bonjour. Oui, exact. Puis on a vu un petit cul arriver. Ouais. Et pour vrai, dans le temps, on s'est tout dit, voyons, il sort d'où, lui? Ouais. Personne me connaissait, c'était n'importe quoi. Habituellement, on arrive dans des émissions comme ça. Tiens, voici ton verre. Pour les gens qui nous regardent sur YouTube, là, on est à Prove Arruda, on s'est lavé les mains, toute la vraiment. Puis il y a un plexiglas entre nous deux qui est là que vous ne voyez pas à la TV. Bon. Il y avait même une bouteille de Purelle dans l'escalier. Ben, pas le choix. C'est ça. On peut-tu boire? Certain, parfait. Ben oui, c'est une obligation. Tu peux pas vivre un podcast à genre. Non. Fait que donc, il y a quelques années, t'arrives, toi, le plafond du 10e étage s'est ouvert. T'as été téléporté sur la chaise 5 jours. Même pas le week-end, Calvaire, là, lundi, vendredi. Ah ouais, toi. Ah, ça commence pas pire, ça. J'aime ça. Même pas le week-end Calvaire. C'est exact. Mais pour vrai, c'est ça que je me suis dit aussi. Là. Même pas le week-end Calvaire. Tu sais, c'est vraiment ça. Comment tu t'es ramassé là? C'est drôle parce que j'ai tellement le souvenir pour moi. Tu sais, dans le village gay à Montréal, il y a un restaurant Cora, le Cora Déjeuner. Et c'est là, moi, que j'ai eu la proposition pour Salut Bonjour. Honnêtement, je pense que je suis jamais retourné manger là de toute ma vie. Mais ce resto-là... J'ai peur de revoir une autre proposition. Non, c'est ça. Non, mais c'était extraordinaire. Là, je suis sorti de là avec le sourire étampé d'en face. Mais j'en revenais pas. Puis je me disais, ben sacrifice, pourquoi il me propose ça à moi, tu sais? Pourquoi te l'a proposé? Mais honnêtement, c'est aussi... Ça représente vraiment bien ma carrière, tu sais. Moi, je suis souvent arrivé à des places où j'étais pas prêt à arriver. Mais après ça, j'ai travaillé une méchante shot pour être sûr d'essayer de livrer un peu ce qu'on s'attendait de moi, tu sais. Fait que ça a toujours été pas toujours dans le plaisir parce que je m'en voulais, je me trouvais pas bon. Tu sais, j'ai vécu ça là, plein de fois dans ma carrière. Puis dans ce cas-ci,
En 2009, en fait, c'était les auditions de Star Academy. Donc, en 2008, j'ai animé avec Émilie Bégin la prolongation web. Fait que, c'était une émission sur le web après les auditions où il y avait Patrick Huard, René Angélil, puis tout ça. Puis c'est là... Donc, tu étais déjà dans l'écosystème de TVA, là. Oui, mais en fait, c'est que je travaillais, moi, derrière les caméras depuis des années avec Julie. Puis donc, je connaissais la gang de TVA, les patrons, je connaissais tout le monde. Puis Stéphane Laporte, à un moment donné, on cherchait un animateur pour animer la prolongation. Puis il me disait, hey, tu travailles sur le show, pourquoi c'est pas toi qui as fait? Puis j'ai fait, ben oui. C'est rien que sur Internet. Ben, c'est ça. C'est tout le temps ça qu'on dit, hein? Fait que finalement, je me suis ramassé là à faire ça. Il y a Pierre Tachereau, un patron à TVA, qui m'a vu, qui m'a ensuite appelé à un moment donné pour me dire, hey, Stéphane Gonzalez, qui est à Salut Bonjour, quitte. On cherche quelqu'un, ça te tente-tu de faire ça? Puis j'étais comme, hey, c'est parce que moi, là, le seul direct que j'ai fait dans ma vie, là, c'est les 9 prolongations web qu'on a faites l'automne passé. J'ai rien fait d'autre. Puis là, il m'a dit, garde, on va t'envoyer 2-3 fins de semaine à Québec pour essayer. Le week-end? Le week-end, exactement. Fait qu'ils m'ont envoyé faire quelques remplacements de Daniel Degnaud à l'époque. Puis finalement, je me suis retrouvé à la rentrée à Montréal à faire la chronique culturelle. Mais tu sais, honnêtement, ça avait pas de bon sens. Puis pour vrai, là, je serai toujours redevable à cette équipe-là dont tu faisais partie de l'accueil parce que c'est sûr que tout le monde devait se dire qu'est-ce que c'est ça? J'étais un chevreuil sur l'autoroute. Je me souviens que des fois, Gino, là, il me touchait un peu à la main en me disant « Calme-toi, là, ça va bien aller. » Hey, je savais même pas quelle caméra regarder. J'entrais en onde puis je regardais pas du bon bord. Faut-tu être épais, tu sais? Mais ça, pour vrai, tu sais, ça paraît que j'ai eu cette job-là sur un plateau d'argent. Mais c'est parce que je m'étais farci, moi, pendant 10 ans avant ça, des Star Academy, des DVD de Céline à travers le monde, tu sais, j'avais tout fait ça, là. Fait que, tu sais, oui, j'avais pas d'expérience en ondes, mais j'avais un carnet de contacts énorme pour quelqu'un de cet âge-là puis de cette expérience-là. J'avais travaillé avec à peu près tout le monde dans l'industrie de la musique. Je connaissais les agents, je connaissais tout le monde. Fait que, tu sais, mon expérience n'était pas devant, elle était derrière, mais elle me servait. Puis moi, comme producteur ou comme chef recherchiste que j'étais avant, mon but dans la vie, c'était de travailler de façon de longue haleine sur des projets, donc de prendre, mettons, 1 an pour travailler un Star Academy, tu sais. Mais là, j'arrivais où c'était de l'instantanéité. Salut, bonjour, c'est ça, là, tu sais. À 9h, la caméra ferme, on a oublié tout ce qu'on vient de dire, puis on repart ça demain matin. Ah non, la vie est un perpétuel deadline. Exactement. Tu l'as dit, à 9h, là, on repart dans le vide. Demain n'existe pas. Il faut tout réinventer la roue. Fait que tu as commencé, dans le fond, ta carrière en étant puis je le dis pas méchamment, mais en étant le go-getter. Vraiment. C'était ça, là. Vraiment. Et moi, il y a des gens, tu sais, j'étais le chef contenu des variétés de Star Academy, mais pendant les pauses publicitaires, je courais sur le plateau avec Julie avec ses souliers à talons hauts des mains parce qu'elle aimait mieux porter des gougounes pendant les pauses. Mais moi, pendant plein de temps, il y a des gens qui pensaient que moi, ma job dans la vie, c'était de tenir les souliers de Julie Snyder, tu sais. Puis il y a des grands boss à TVA qui me disent « Ah oui, toi, t'es le gars qui tient les souliers de Julie. » T'es l'habilleur de Julie. C'est ça, mais j'avais fait arriver des artistes internationaux, puis j'avais booké des profs, puis on avait organisé 1000 affaires, mais tu sais, dans la tête du monde, c'était ça. Parce que je disais oui à tout, tu sais. J'ai déjà lavé l'équipement d'allaitement de Julie Snyder, là. Tu comprends? Tu sais, parce que j'étais prête à tout. Mais sur une prod, c'est ça un peu aussi. Oui, là. exact. Sur une prod avec Julie Snyder, tu comprends? Fait que là, j'ai devant moi un gars qui a confiance en lui, groundé. Mm-hmm. C'est arrivé quand? Ben, tu sais, le syndrome de l'imposteur, on commence, on n'est pas sûr. Puis un matin, tu te lèves, c'est OK. Mais moi, en fait, le problème, c'est que j'aime ça avoir mal pas avoir peur, mais... Comme un sadomaso de la TV, exactement, de la production. Mais je doute beaucoup. Fait que, tu sais, mais en même temps, ce doute-là, il me fait peur, puis ça m'excite un peu. Fait que, tu sais, c'est tout le temps ça. Tu sais, moi, je me souviens qu'à La Vraie Nature, par exemple, on a eu le mandat de produire cette émission-là, genre le 12 mai. Il fallait qu'on tourne le premier show, mettons, le 14 août. T'sais, on n'avait pas de chalet, on n'avait pas revisité le concept, les droits n'étaient pas achetés, il n'y avait rien de fait. Là, t'sais. Fait que ça a été la folie totale. Puis je me souviens, là, au mois de juillet, j'ai dit à un moment donné à Benoît Clermont, qui est le président de Déferlante, j'ai dit, tu sais, là, il va falloir que tu appelles à TVA puis dire, ça n'arrivera pas. On ne le fera pas. Ça ne se pourra pas. Puis il m'a dit, ben oui, encore. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qui est assez récurrent. Là. Je doute, mais en même temps, je suis capable de faire arriver les affaires d'un délai. Tu es ouvert au changement. Tu préfères un rythme calme, détendu, stabilité, harmonie. Ça, c'est ton X. C'est là-dedans que tu es bien. Ça te parle? Ben oui, c'est drôle parce que j'aime un chaos organisé. T'sais, j'ai besoin qu'il y ait du monde qui s'organise, puis j'ai besoin d'être organisé, puis d'avoir des méthodes de travail, puis tout ça. Ouais. Fait que là, on va rester sur la ligne du chalet. On est au printemps. Ouais.
c'est quoi la genèse? Qui a regardé la TV ailleurs pour voir ça? Qui a été dans un salon à quelque part pour dire « Hey, ça, c'est bon ». C'est un recherchiste, en fait, qui travaillait avec moi sur Accès illimité, qui s'appelle Bertrand Exercier. Puis ce recherchiste-là est français. Puis donc, lui avait vu cette émission-là en France. Il m'avait dit comme « Hey, tu devrais regarder ça. Tu sais, je trouve que ça te conviendrait bien. » Puis j'étais comme « Ouais, mais tu sais... » Je sais pas, je me disais, je regardais. Tu voyais l'animer. Oui, exact. Mais tu sais, moi, j'avais pas tant porté attention à ça parce que d'un, je cherchais pas une nouvelle émission. J'étais dans Accès limité, puis tout ça avec Anouk. Puis là, finalement, je suis parti en Europe. Puis un peu un lien avec Accès limité. Accès limité, c'était justement de rencontrer des gens, de les suivre, d'aller en dehors du c'est quoi le linge qui t'habille, c'est quoi le nom de ton coiffeur, c'est quoi ton blond. Exactement. En fait, puis dans Accès limité, c'est qu'on allait à la rencontre du monde. Là, à la vraie nature, c'est les gens qui viennent à ma rencontre dans mon chalet, entre guillemets. Ouais. Donc, c'est ça. Fait que finalement, ce gars-là m'en avait parlé. Après ça, je suis parti en France 2 semaines après pour faire un reportage pour Accès limité. Puis un réalisateur québécois qui travaille en France depuis comme 20 ans, qui travaillait sur la première saison de La parenthèse inattendue en France, qui est le concept de la vraie nature, puis qui m'a dit « Hey, tu sais, on a parlé un peu de ce qu'on faisait, on travaillait avec les mêmes équipes, puis il m'a dit « Ah, tu m'enverras des vidéos de ce que tu fais toi au Québec. » Fait que j'ai envoyé des vidéos d'Accès limité, puis il m'a dit « Tu devrais regarder La parenthèse inattendue, c'est fait pour toi. » J'étais comme, voyons donc, les 2 personnes en 1 mois qui me parlent de ce show-là que moi, j'avais jamais entendu parler de toute ma vie, tu sais. Fait que j'ai fait play sur YouTube. J'ai regardé, il y avait comme un recap d'un épisode là, qui durait, mettons, je sais pas, 7-8 minutes. J'ai juste regardé ce recap-là. J'ai fermé mon ordi, puis j'ai écrit à Benoît, mon partenaire d'affaires, puis j'ai dit... Pour vrai, c'est ça que je veux faire l'année prochaine, tu sais. Puis là, il m'a dit, OK, mais c'est quoi ça? J'ai dit, je t'expliquerai quand je vais revenir à Montréal, tu sais. Je suis revenu, on est allé le pitcher, puis on l'a vendu le show. Et puis, tu sais, honnêtement, on l'a vendu, mais je pense pas qu'à TVA, ils sentaient que c'était pour être un grand succès. Tu sais, je pense que c'était comme, oui, c'est beau, Jean-Philippe, là, tu vas arrêter de nous fatiguer, que tu vas avoir un nouveau projet. Fait que c'est correct, là, on va t'en acheter comme 6 épisodes, puis ça va être ça de l'année prochaine. Tu vas être contre tout le monde en parle, tu vas manger à voler. C'est ça, ça marchera pas, puis c'est pas correct, mais au moins, tu auras de la job, tu sais. Fait que, OK, parfait. Puis finalement, on a envoyé le premier montage. Ils nous ont recommandé genre 4 épisodes. J'ai envoyé le deuxième montage. Ils nous ont recommandé 3 épisodes. Puis tu sais, à un moment donné, c'est nous, la première saison, qu'on a fait, OK, là, on peut pas en faire plus, là, tu sais. On part un show, ça fait 4 mois qu'on travaille comme des débiles, là, tu sais, on va arrêter ça, là. Fait que finalement, on a fait ça. Ça a été un beau succès la première saison. Puis là, on enchaîne. Un succès, je sais pas, là. C'est rare des émissions qui ont des signatures. Puis ça, c'est un show signature. Il est tout seul dans sa boîte, ce show-là. Ouais, vraiment. Toi, ta motivation numéro 1, c'est l'altruisme. Ah. Donc, c'est l'humanisme. Donc, toi, servir pour autrui, avoir envie que ce qu'on fait là, ça peut-tu servir, Calvaire? Ouais. Mais je suis un peu là-dedans. Je suis un peu là-dedans. Puis ça, honnêtement, je l'avais pas au début de ma carrière. Au début de ma carrière, je faisais du divertissement pour faire de la télé qui divertit. Mais tu avais cette motivation-là en toi, mais tu faisais du clown parce qu'il faut faire du clown à la TV. C'est ça, mais honnêtement, je l'avais en moi, mais je savais pas que je l'avais en moi. Okay. C'est à un moment donné, justement, moi, il y a eu un switch. Vraiment, quand j'ai fini Accès illimité, là, j'aurais pu mal virer, là. Tu sais, j'aurais pu faire comme, hey, moi, je veux plus faire ça, j'étais brûlé, j'étais fatigué, j'étais tanné aussi d'être dans des coulisses de spectacle, puis tu sais, comme d'être tout le temps. Accès limité, pour vrai, là, c'est une des émissions les plus difficiles que j'ai faites dans ma vie, là. On était toujours en voyage, ça paraissait super glam, mais on était toujours en train de se promener en décalage horaire. On était dans des conditions, des fois, là, je pouvais passer une journée puis je posais 2 questions parce qu'un artiste est en train de créer une chanson. Fait que moi, j'étais assis dans l'escalier et j'attends. C'est ça, puis il fait frette, là, tu sais. Ouais. Mais tu sais, les gens vont dire, hey, pour vrai, il y a des choses pires que ça. Et je suis vraiment d'accord. Non, mais quand même. Que ça, mais c'est ça. Fait que Fait que je savais pas où j'étais pour aller, qu'est-ce que j'étais pour faire. La vraie nature est arrivée. Puis là, j'ai fait, hey, moi, en plus de ça, j'ai besoin de me servir de mon métier pour passer des messages, tu sais. Puis ça aussi, je le dis vraiment franchement, là, ça vient aussi de Julie Snyder qui utilise aussi beaucoup son métier pour passer des messages, la fécondation in vitro. Bon, puis j'avais travaillé avec elle sur ces dossiers-là. Moi, je me suis retrouvé à écrire un mémoire de maîtrise sur la fécondation in vitro assis sur une table d'un médecin genre à Québec dans un hôpital parce que Julie m'avait demandé de travailler avec le médecin. Tu sais, en tout cas, bref. Fait que tout ça me rentrait dans la tête de me dire, c'est vrai que ce métier-là peut nous servir aussi à passer des messages. Puis moi, ça a été la santé mentale. Puis c'est à la dernière saison d'Accès illimité qu'est né Bye. En fait, le documentaire que j'ai fait avec Alexandre Taillefer sur la détresse psychologique chez les jeunes.
Puis là, ça m'a confirmé que j'étais à la bonne place dans la vie. Puis je pense que ce documentaire-là a teinté la vraie nature aussi, où j'ai compris que ces conversations-là sont pas anecdotiques. Ces conversations-là qu'on a dans le chalet servent aussi à ce qu'il y ait des gens à la maison qui fassent « Hey, moi aussi, je suis comme ça. » Puis quand on se compare, on se console. Fait que c'est un peu ça qui est mon idée. T'sais. Parlant de véhiculer le message, on en a fait un clin d'œil. La maladie mentale, c'est quelque chose qui te touche. Énormément, oui. Puis depuis quelque temps, on te voit sortir là, de plus en plus pour en parler. Ça part d'où pour les gens qui n'ont pas suivi? Ça part ça part de ma naissance. Ça part du jour 1 de ma vie. En fait, ma mère est tombée malade tout de suite après ma naissance. Donc, c'est la première fois qu'elle est tombée malade qu'elle a eu un épisode de problème en santé mentale. Puis, tu sais, je rentre pas dans les détails non, de ce qu'elle a vécu, mais ta maman n'était pas dépressive avant ta naissance. Pas du tout, mais je pense que comme toute bonne femme qui ne s'écoute pas dans la vie, hein, c'était une femme qui travaillait, qui avait sa carrière, qui avait eu ma sœur juste avant, puis mon père était entrepreneur, travaillait vraiment beaucoup, puis tout ça, puis donc elle était épuisée. Puis bon, après ma naissance, je pense que le mélange des hormones, puis tout ça, ça a comme déclenché quelque chose. Puis dans sa famille, beaucoup de problématiques en santé mentale. Ouais. Sur, mettons, 8 enfants, je pense, ils sont 6 ou ils étaient 6 à avoir des problèmes de santé mentale. Les 2 parents en ont eu aussi. Donc, vraiment, c'était présent dans la famille. Fait que ça a été déclenché. Puis donc, c'est ça. Fait qu'il y a eu des épisodes après ça, je dirais, aux 10 ans, il y a eu des épisodes très, 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 très durs, des épisodes moins durs. Puis en ce moment, elle va bien. Tu sais, elle vit. Puis je viens d'y parler au téléphone en m'en venant ici. C'est fascinant. Quand on parle de maladie mentale, parce que moi aussi, dans ma famille, ma grand-mère maternelle est un peu morte de folie. Ma mère a eu 2 épisodes dans sa vie. Moi, j'en ai eu 1,5 solide. Et chez nous, on en parle de maladie mentale, mais c'est une joke. Puis des fois, je parle à ma mère, je pense que je dis toujours prends tes pilules. Mais dès qu'on parle de maladie mentale, les gens pensent que c'est final bâton. Non, c'est comme ta mère, elle va pas bien. Hein? Non, elle va bien maintenant. Ouais, c'est ça. C'est une maudite bonne passe. Puis la bonne passe, c'est dessus. Ça fait comme genre 22 ans. Ça va bien, c'est ça. Ouais. Fait que c'est possible que ça aille bien, là. C'est certain que c'est possible, mais tu sais, c'est sûr que ma mère, elle a une vie hypothéquée, puis elle pourra plus travailler. Ça fait, mettons, 20 ans qu'elle travaille plus, puis elle pourra plus travailler à 50 ans. C'est ça, exactement. Fait que c'est ça. Mais en même temps, je pense que moi, ce que je trouve bien, puis tu sais, on dirait que quand je le raconte, des fois, je me dis, je le pense-tu vraiment ou c'est comme une belle phrase, là? Mais tu sais, ce que j'ai comme compris, c'est que c'est comme si pour moi, de un, le fait que ma mère soit malade, ça me forçait, moi, dans la vie, à me démerder. Parce que mon père était là, on était dans une famille aisée, là, une famille moyenne aisée. Là, ça allait bien, on manquait pas d'argent, mais on n'était pas riche non plus. Mais on n'avait pas ce problème-là, disons. Fait que, famille quand même soudée, quand même unie. Mais sauf que moi, il fallait qu'à un moment donné, ma sœur n'habitait plus chez nous dans ces épisodes-là. Fait que, il fallait quand même qu'à un moment donné, la maison soit propre. Puis je faisais du ménage, puis je préparais les chèques d'hydro pour mon père, puis ça. Fait qu'on dirait que je suis devenu producteur, à ce moment-là, je suis comme devenu l'organisateur en chef, parce que j'avais ça en moi. Mais ça, pour moi, c'est comme un élément bénéfique, finalement, qui est arrivé. C'est un impact bénéfique de ce qui s'est passé dans notre famille, finalement. Puis, ultimement, je pense que aussi je suis devenu une personne plus sensible, une personne peut-être plus humaine aussi à cause de ça, puis une personne aussi qui s'écoute plus, tu sais. Parce que malgré le fait que j'ai un horaire de fou, malgré le fait que je travaille comme un malade, que je peux ne pas manger à des horaires normaux, ben je m'écoute quand même. Puis la journée où je sens que je suis fatigué, puis que là, c'est le temps que je tire la plug, je tire la plug. Puis ça se peut que le matin, là, personne ne va pouvoir me rejoindre, je vais dormir, puis après ça, je retournerai mes messages à 10 heures. En quoi ça a créé un lien différent avec ta mère? Ma mère, je suis extrêmement proche de ma mère, puis j'étais déjà proche, mais évidemment, ça a cristallisé quelque chose. Puis même chose que toi, c'est que je l'ai vu dans des états pas possibles, je l'ai visité à l'hôpital psychiatrique dans des états pas possibles. Fait que à un moment donné, tu as vu ta mère dans tous les états possibles. Fait que c'est sûr que ça peut juste te rapprocher. En fait, je pense que dans la vie, soit que ça te rapproche ou ça t'éloigne, puis genre tu pars en courant. Oui, je comprends. Déjà, je pense c'est compréhensible que des gens aient peur. Oui, exactement. C'est pas dans le jugement. Ça. Mais ultimement, moi, je suis vraiment content que la famille est restée soudée, puis ça a fait en sorte que ma maman... Mais à certaines occasions, je pense que c'est comme si à l'intérieur de moi, c'est un peu ma fille, tu sais, des fois. Puis je pense que ça y tape bien gros scénaire.
Parce que comme tu me bosses tout le temps, tu me dis toujours quoi faire, puis ça, mais c'est comme, je sais pas, c'est comme un réflexe. Puis en même temps, je suis un petit boss de bécosse dans la vie aussi, là. Mais tu sais, je vais arriver chez mes parents, puis là, je suis comme, ah ouais, t'as fait ça, pourquoi? Ah oui, ce cadre-là, ah ouais, pourquoi? Tu sais, c'est ça. Tout côté contrôlant. Dans les affaires un peu folles que tu as vécues dans ta vie, tu as suivi Céline pendant un bout. Mais tu sais, quel log de vie, tu sais, quand Vraiment. puis clairement, ta vie, tu l'as dit, tu sais, les planètes se sont alignées à quelques occasions. Raconte pour ceux qui ne savent pas comment Céline est débarquée dans ta vie. Mais tu sais, moi, là, dans ma vie, le train passe, je saute dedans puis j'embarque. Ah, il faut. Mais j'ai peur, là. Puis souvent, j'ai peur de m'écorcher les genoux parce que je vais sauter à côté ou parce que je vais tomber en bas, tu sais. Fait que tu sautes dedans puis tu pleures après. C'est ça, exactement. Puis là, je me dis, pourquoi j'ai fait ça? Mais ça a été ça dans toute ma vie. Ça a été ça, Salut Bonjour. Ça a été ça à... Tu sais, Salut Bonjour, là, juste pour revenir avant Céline. Ouais. Salut Bonjour, là, j'ai arrêté, je sais pas si tu t'en souviens, mais parce que Julie Snyder a annoncé en direct à Salut Bonjour que je m'en allais animer la quotidienne. Oui. C'était pas signé, là. Tu comprends? Elle a annoncé... à Salut Bonjour que je m'en allais faire ça, puis c'était pas, je ne le savais pas moi qu'elle faisait ça là. Fait que j'ai appris que ça s'était confirmé en direct à Salut Bonjour alors que ça faisait à peine une année et demie que j'étais arrivé, que je commençais à m'installer puis à trouver que j'étais à l'aise puis que je regardais le voyant rouge au bon moment, tu sais. Là tout de suite Star Academy est arrivé. Oh, tabarouette, OK, parfait, tu sais. Fait que dans ma vie ça a toujours été un peu trop vite comme ça, puis avec Céline l'histoire que j'aime toujours raconter, c'est que... Non, mais elle est bonne, là. Ouais, c'est une bonne histoire. C'est une bonne histoire, mais j'ai dit non au départ, parce que j'avais trop peur, moi, de décevoir Julie Snyder. Puis j'avais peur que finalement, elle soit pas contente de moi puis qu'elle soit pas satisfaite. Puis je me disais, hey, je commence dans mon métier, là, t'as pas le goût de décevoir cette femme-là. Parce que qu'est-ce qu'elle t'a proposé? Elle m'a proposé, en fait, de partir à Las Vegas avec elle pour aller faire le DVD A New Day. Fait que donc, je partais 1 mois à Vegas pour aller booker les entrevues pour elle avec comme les différents intervenants du DVD, trouver les fans les plus fous de la planète, les gens qui aiment le plus Céline d'un peu partout, les faire venir à Las Vegas pour le DVD. Fait que là, moi, j'ai dit non. Tu sais, j'ai dit non. Finalement, il y a quelqu'un qui m'a rappelé de sa compagnie puis qui m'a dit, garde, Julie veut que ce soit toi. Elle a entendu parler de toi, elle veut que ce soit toi. Qu'est-ce que ça va prendre pour que tu dises oui? J'ai dit, je parle pas anglais. Fait que qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'sais? Elle dit, fait que là, elle me rappelait, elle dit, Julie a dit, embauche-toi quelqu'un qui parle anglais. Bon, c'est simple de même. Tu t'es embauché l'interprète, mon part. Je me suis embauché une collègue, Nadia, recherchiste, qui, elle, était complètement bilingue. Puis on est partis ensemble, puis on a fait la job ensemble. Fait que, tu sais, moi, j'étais comme chef recherchiste, puis Nadia travaillait avec moi. Fait que j'ai l'idée ce projet-là, puis finalement, ça s'est bien passé. Puis là, de petit en petit, j'ai commencé à travailler sur d'autres projets de Céline. J'ai fait des lancements d'albums. De petit en petit. Puis finalement, non, mais c'est vrai, mais... Ben oui! Non, mais c'était comme, tu sais, c'était Julie qui était la grande productrice, ou Stéphane Laporte, ou Jean Lamoureux. Tu sais, moi, j'étais dans l'équipe en arrière, puis je faisais arriver les patentes, puis je m'assurais que tout le monde soit heureux. Mais tu acceptais que tu sois là, ça veut dire que tu devais faire une bonne job. Mais pour vrai, j'ai des histoires incroyables. Tu sais, genre, je me souviens d'une fois, on était en train de faire le packaging du DVD A New Day, donc de Céline à Las Vegas. On travaillait avec Sidley à Montréal. Là, Julie, on était, mettons, il est 3h l'après-midi. Julie, elle me dit, il faudrait vraiment que René approuve, tu sais, la pochette du DVD, tu sais. Fait que j'ai dit, on peut l'envoyer, tu sais, par Internet, là, par courriel. Elle dit, non, tu sais, ce serait mieux que tu y présentes en vrai. J'ai dit, OK, mais c'est parce que le deadline, c'est comme ce soir. Elle dit, parfait. On va le voir. Ouais. OK, mais c'est parce qu'il est aux États-Unis. C'est ça. Achète-toi un billet. Ah, parfait. fait que je suis parti avec mon petit sac à dos, puis le boîtier de pochette, puis tout ça. Puis là, je suis arrivé à Chicago. J'ai appelé l'adjointe de René. Là, elle m'a dit, il est dans tel restaurant, tel steakhouse avec le président de Sony USA. On va y aller. Dit, je peux-tu y aller? Ah, oui, parfait. Il y a un chauffeur qui va te chercher à l'aéroport. Fait qu'il y a un chauffeur qui est arrivé. J'ai embarqué dans la limousine. Je suis parti au restaurant, au steakhouse. Je suis arrivé avec mon rouleau de trucs à présenter à René. Il était comme, hey, pour vrai, là, tu sais, comme, j'essaie de faire sa voix, ça marche pas. Non. Mais, mange, là, puis on checkera ça après. Fait que, tu sais, il m'a commandé des steaks. Il m'a commandé des steaks, puis ça, j'étais avec le président de Sony USA. Je sais pas de quoi il parlait, mais là, ils ont arrêté de parler. Julie m'a dit, j'ai fait faire aussi des plans pour son poulailler. Pour Noël, je vais leur faire un poulailler. Fait que, peux-tu approuver? Fait que là, j'étais comme, oui, puis René, c'est parce que je voudrais te présenter aussi le plan du poulailler.
Avec le président de Sony. Puis moi, j'ai ma valise à côté de moi, tu sais, à côté de ma banquette, puis les plans. Puis là, un moment donné, il a fait comme, ben, tout est beau. Fait que j'ai fait, bon, ben, parfait, bye-bye. Fait que je suis parti. Il a pris la poule et l'enveloppe. Il a pris les deux. Exactement. Fait que, tu sais, mais c'est toutes des histoires de même, tu sais, que j'ai vécu de René qui nous demande, on est en Afrique du Sud, on fait la tournée mondiale de Céline pour le DVD autour du monde. Puis là, tu sais, il est comme, hey, à soir, ça serait bon d'avoir une shot d'hélicoptère dans le vignoble en Afrique du Sud. Parfait. Tu sais, fait que là, j'étais comme, sacrifice, comment je trouve ça? Moi, je suis en Afrique du Sud, dans le fin fond d'un vignoble. On n'a même pas de réseau cellulaire, mais let's go. J'ai vu l'hélicoptère de la police. Fait que je suis allé demander à la police, avec mon anglais approximatif, si on pouvait pas faire monter un caméraman dans l'hélicoptère parce que René voulait avoir des shots. Tu aurais appelé Patrick Bruel, il serait revenu avec son hélicoptère. C'est ça, puis mes branches de sapin. Exactement. Mais quel personnage, René, quand même. Tout le monde qui a eu à côtoyer cet homme-là. Immense. Un homme immense. Un homme qui aurait décroché la Lune et toutes les planètes pour que Céline rayonne. Ben, un homme aussi qui a fait que le Québec a arrêté de se prendre juste pour un petit Québec, là, qui nous a permis de rêver grand. Là, ouais. Et qui même, alors que Céline avait la plus grosse carrière à travers le monde, lisait tous les hebdos québécois. C'est fou. Puis t'avais pas le droit de parler contre Céline. Parce que là, c'est comme... Non, il protégeait son artiste extraordinaire. Il faisait sa job de gérant. Il était incroyable, cet homme-là. Là. Je me rappelle d'ailleurs, à Salut Bonjour, tu vois, j'étais chroniqueur, puis Céline faisait la première de son 2e show à Las Vegas. T'sais. Puis là, j'étais parti parce que Salut Bonjour m'avait envoyé faire comme couvrir ce spectacle-là, faire des directs, puis ça pour TVA. Puis après le show, Céline n'accordait pas d'entrevue one-on-one. Elle en a accordé une seule, puis c'était à moi, parce que j'avais travaillé les années avant sur les DVD, puis là, il avait voulu me dire merci. Fait que la seule entrevue, tu sais, j'étais dans les coulisses avec Oprah, avec comme tous les plus grands animateurs américains qui étaient tous là dans le green room, qui avaient accès à Céline, tu sais, pour y jaser, mais qui n'avaient pas d'entrevue. Puis Céline a fait l'entrevue avec la petite télé québécoise. I'm gonna talk to that guy, come here. TVA, là, tu sais, mais c'est ça. Mais j'ai fait cette entrevue-là, puis tu sais, c'est des chances incroyables qui m'ont donné d'envie, mais parce que j'avais travaillé fort. Tu sais, moi, je me disais tout le temps, un jour, j'aimerais ça aller donner des conférences ou des ateliers en communication dans les universités. Moi, je suis jamais allé à l'université en com, mais j'aimerais ça y aller un jour pour leur dire, tu sais, ce que vous imaginez là, que votre métier va être, là, ben dites-vous que c'est pas ça qui va arriver. Non. Ça va être bien pire, ça va être bien plus dur, puis jamais tu vas concevoir une émission avec du temps, puis des ressources, puis de l'argent, puis assez de monde. Ça n'arrive pas. T'es quel genre de boss, toi? Je suis un bien meilleur boss que je l'étais. OK. Assurément. Pourquoi? Ben, j'étais beaucoup trop exigeant au début envers les autres. Puis, tu sais, je pense que j'ai jamais été le gars le plus à l'aise dans les ressources humaines, tu sais. Ouais. Puis c'est Mitsu, à un moment donné, quand j'ai animé à la radio avec elle, qui m'a dit, tu sais, Jean-Philippe, les humains ne sont pas des robots. Puis j'ai fait, hey, t'as tellement raison, tu sais, parce que moi, dans ma tête, je peux pas comprendre pourquoi tu comprends pas ce que je te demande, tu sais. Parce que pour moi, c'est bien clair, là. Mais tu sais, la personne, son cerveau fonctionne pas nécessairement comme le mien. Fait que ça se peut qu'il faut que j'y explique d'une autre façon pour arriver à la même place. Puis c'est pas parce qu'elle n'est pas intelligente, c'est juste parce que son cerveau n'est pas fait de la même façon. Mais ça, moi, ça m'a pris du temps avant de comprendre ça. De, tu sais, voyons, pourquoi ça marche pas? Pourquoi c'est pas ça? Pourquoi, tu sais? Fait que c'est ça. Mais ça, j'ai beaucoup changé ça. Puis je pense qu'aujourd'hui, de un, parce que aussi, j'ai vieilli. Je suis beaucoup plus à l'aise dans ce que je fais, dans ce que je suis, dans comment où je veux m'en aller. Puis il y a une certaine aussi assurance qui se développe avec les années, parce qu'à un moment donné, si tes choses vont bien, tu te dis, OK, je peux quand même m'asseoir un petit peu là, quand même là-dessus. Ouais. Pas trop, mais un petit peu. Fait que c'est ça. Fait que je pense que je suis plus agréable comme boss. Tu produis et animes le show dans le chalet qui roule à plein. La COVID arrive, puis la COVID, ça va pas durer 1000 ans. Là. Vous avez vendu là, ce petit chalet. C'est pas à moi, le chalet. Ben non, mais vous l'avez, il était loué. Il était acheté. Mais pas par moi. Par le président de la compagnie. Ah, puis c'est lui qui a voulu le vendre. Pourquoi tu l'as pas acheté, ici? Ben parce que je suis pas assez riche. T'aurais dû m'appeler tabarnak. Puis on l'aurait mis sur Airbnb. Je sais bien. C'est le chalet l'émission. Arrête. 20 000 piastres par nuit, tabarnak. Arrête, je sais. Puis là, on aurait eu la calice de chaloupe après. Je sais. J'avais envie de pleurer. Ouais, ben j'ai pleuré. T'as dû pleurer. Non, mais pour vrai. Ouais. Non, mais pour vrai, ça a été un gros deuil parce que ça s'est passé... cette transaction-là, peut-être au mois de février, à peu près. Mars, ouais.
Puis pour vrai, j'étais très fâché de tout ça. Mais ça s'est trop passé vite avec la COVID. Ah ouais, avec, écoute, tu sais, c'est là, il pas fallait évident ce qu'on décider vit si on là. revenait ou pas avec l'émission. Là, ça se pouvait pas de revenir. Star Academy partait. Comme c'était une période qui avait pas de bon sens. J'étais dans le gala artiste qu'on savait pas si c'était pour être annulé. Je savais pas si j'étais pour avoir de la job non plus cette année, tu sais, parce que je savais pas si Star Academy était pour être annulé. Le gala artiste, la vraie nature. Fait qu'à un moment donné, je savais pas. Fait que c'est ça. Fait que là, avant qu'on ait une autre édition, parce que TVA vont t'en recommander, là, ils vont en vouloir. On est là-dedans en ce moment. Sauf qu'attends, c'est parce que là, t'es pas un très bon agent immobilier. Là. Ça t'a pris combien de temps de trouver ta maison pour faire ton Star Academy? Là? Mais attends, là, c'est parce que c'est ça. Il a fallu que je trouve le chalet de la vraie nature, la maison de Star Academy. Non, mais le chalet, Là, t'as-tu trouvé un nouveau... Star Academy est réglé. Puis t'as trouvé un nouveau chalet? Non, mais le nouveau chalet, je suis là-dedans en ce moment. Okay, non, mais attends, Okay. une affaire à la fois. OK, parfait. Mais là, le Starac, ça a pris combien de mois? Starac, ça a pris comme 4 mois à trouver. À peu près. On a visité 35 maisons avant de trouver la T'es bonne. bien piqué. Ben oui, mais il faut que ça soit la bonne affaire. Il faut que ce soit vraiment parfait. Fait que quand on va regarder, là, on va pouvoir te juger. Là, on va dire ça, c'est parfait. Non, mais c'est un manoir. C'est un manoir formidable. Puis tu sais, moi, tous mes shows, j'ai fait dans le canton de l'Est. Parce que je suis un gars qui vient de là. Born and raised Granby. Fait que là, c'est comme... On a fait Star Academy en 2012 à Fredericksburg dans le canton de l'Est. On a fait La vraie nature à Lac-Brome dans le canton de l'Est. On fait Star Academy à Waterloo dans les cantons de l'Est. C'est ça qui achète de tourisme machin? Même pas. Puis La vraie nature, je visite demain au samedi. Là, on est là jeudi. où on est, ouais. Je visite pour une place d'un canton de l'Est, pour La vraie nature. Avec un petit bout d'eau, avec un potentiel de chalut. Pauvre agent d'immeuble. Fait que là, on cherche de quoi d'un peu vintage, un peu tout croche, avec non, un mais quai. c'est un terrain. Ah, tu partiras ça from scratch. Tu vas-tu ramasser une maison des arpents verts achetée ailleurs que tu vas transférer sur... Je sais pas, là, je suis comme dans un mode où j'ai le goût de construire quelque chose pour la vraie nature. Bon, peut-être que je suis dans ma bipolarité en ce moment, mais j'ai comme le goût d'essayer quelque chose d'autre pour la vraie nature. Je sais pas si ça va arriver, j'ai aucune idée, mais je suis là-dedans. Là, j'ai appelé mon père, juste avant d'arriver, j'ai appelé mon père parce que mon père, c'est mon gars de repérage. Oh! Ouais, fait que là, j'appelle mon père, là, j'ai dit là, tel terrain, faut que tu ailles voir ça à telle place, à Lac-Brome, dans le canton de l'Est. C'est toi qui vas l'acheter. Puis là, c'est moi qui vais l'acheter, puis il n'y a plus personne qui va m'enlever mon chalet. Tu sais ce que j'ai fait aujourd'hui? Quoi? J'ai en train de m'acheter un Winnebago pour partir en tournée l'année prochaine, toute lettrée. C'est vrai? Avec le gros logo. Ben, t'es Non, parfait. mais regarde, c'est parce que c'est ça la vie. Non, c'est Hein? ça. La c'est vie, ça. là, c'est de dire, moi, je take control Ouais, sur rien que du cash. c'est ça. Puis, go, on s'amuse, on y va. Jean-Philippe, merci beaucoup de C'est t'être fini? déposé ici. Ben, on pourrait On dirait que ça fait continuer 15 après. minutes Ça fait qu'on se parle. 1h03:45 My précisément. Puis le monde, ils nous écoutent en passant à balayeuse. OK. Fait qu'après 60 minutes de balayeuse, C'est assez. propre. C'est ça. T'as assez le temps de passer C'est à d'autres ça, choses. exactement. Et les gens que j'invite, c'est des gens qui, je crois que profondément vont avoir envie d'accepter de finir de la façon quétaine que je veux que ça finisse, de dire le nom du podcast. Parce que de dire le nom du podcast, c'est comme un statement en même temps. OK. Puis les gens que je reçois devant moi ont la ferme conviction que... La vie est belle. C'était La vie est belle. À la prochaine.